nous allons passer à la dernière communication. C'est le témoignage d'une patiente, mais qui est aussi une intervenante, puisqu'elle fait de la kinésiologie au sein de la tête et les jambes. Donc elle a une double casquette et elle avait envie de nous montrer justement la façon dont elle avait organisé sa vision de cette maladie en la personnalisant à sa façon. Voilà, Ingrid. Tout à fait. Merci. Bonjour. Merci pour les applaudissements déjà. Donc je suis Ingrid Redon, je suis kinésiologue. La kinésiologie, c'est une approche psychocorporelle de libération du stress qui va agir au niveau émotionnel, au niveau mental, au niveau physique, pour permettre à la personne de retrouver le libre accès à ses ressources. Quand on est en situation de stress, en général, il y a certaines ressources auxquelles on n'accède plus. On peut être limité dans ses mouvements, on peut être submergé par ses émotions, on peut être paniqué par les peurs qu'on peut ressentir. Et en kinésiologie, voilà, c'est ce qu'on va effectivement accompagner la personne à trouver en elle ses propres ressources à travers un dialogue avec le corps. Et c'est justement ce dialogue avec le corps auquel je suis habituée. J'exerce depuis 22 ans maintenant. Donc effectivement, quand moi j'ai moi-même été malade, j'avais effectivement déjà cette écoute-là, cette habitude d'écouter mon corps et des techniques qui pouvaient m'aider à m'occuper autant de mes émotions que de mes peurs et que de mon corps pour le soutenir. Alors effectivement, le choix d'un autre regard par rapport au cancer, ça peut être un petit peu bizarre parce qu'effectivement le choix, je crois que bien souvent certains se demandent en quoi est-ce qu'on peut bien avoir le choix quand on fait face à cette maladie. Pour beaucoup, la maladie, on l'a subie, les traitements, on les subit, les effets secondaires, on les subit. La plupart du temps, le mot de cancer, il évoque la peur, il évoque la maladie, la souffrance, la fin de vie. Effectivement, c'est difficile, c'est une épreuve sur tous les plans. Et même certains, d'ailleurs, n'en parlent pas. Les proches ou les relations peuvent aussi nous éviter dans ces moments-là. Et effectivement, face à cette maladie, on parle souvent de lutte, on parle souvent de combat. C'est une guerre contre la tumeur ou le crabe, comme parfois certains aiment à l'appeler. Mais en fait, la vie, c'est ni tout blanc ni tout noir. Il y a effectivement des aspects de la maladie qui sont difficiles, mais comme dans toute situation, il peut aussi y avoir du positif, si on veut bien changer de regard et si on veut bien changer de perception. Alors moi, ce que je vous propose, c'est justement d'explorer une autre lecture de ce parcours à travers ma propre expérience. Alors je ne vais pas vous livrer un mode d'emploi en cette étape de comment gérer mon cancer, parce que ça n'existe pas. Je ne prétends pas non plus que mon expérience soit la meilleure ou la seule valable, et il y en a d'autres ici qui ont effectivement aussi développé plein de ressources à travers cette traversée. C'est juste mon expérience et mon intention, c'est juste de vous la partager pour ouvrir le champ des possibles. Et à ce titre, je remercie l'ISIC, la tête et les jambes, Dr Ellis, effectivement, de me laisser la parole. Au passage, je n'ai pas de montre sous la main, donc si tu peux me faire signe quand j'y suis, merci. Ok. Certains seront peut-être touchés par la façon dont j'ai choisi de vivre cette expérience, d'autres non. Si cela vous fait écho et peut vous aider, c'est très bien. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. Chacun de nous est unique et les possibilités qui nous sont offertes pour faire face à la maladie sont multiples. À chacun de trouver ce qui lui fait sens, ce qui lui parle, ce qui le soutient dans ce parcours et qui vient œuvrer en complémentarité du traitement médical. À travers mon témoignage, donc, je souhaite juste partager cet autre regard sur la maladie et sur la manière dont on peut, en tant que patient, mais aussi en tant qu'accompagnant, être acteur dans ce parcours de soins. Alors, pour moi, ça a démarré, non, ça s'est passé parce que c'est terminé. C'était le 2 janvier 2018. J'ai démarré l'année avec un gros défi. Un cancer du sein, hormonodépendant, triple positif, infiltrant. Et ça, je l'ai découvert quelques temps après avec le PET scan. Il y avait aussi des suspicions de métastases au niveau du foie. Le programme de soins est intense, 6 mois de chimiothérapie, immunothérapie pendant 1 an, chirurgie, radiothérapie, 5 ans d'hormonothérapie. Bref, je sors de ma première consultation avec l'oncologue complètement sonnée par toutes ces informations et la réalité qui prend forme. Incapable d'appeler ma famille, qui m'avait dit « tu me donneras des nouvelles ». J'ai juste envoyé un petit SMS à tout le monde en leur disant « je vous en parle plus tard ». Les questions, en tout cas, elles se bousculent dans ma tête à ce moment-là.
Comment faire face et comment garder mon équilibre au quotidien quand la grosse batterie médicale se déclenche? Comment soutenir mon corps dans ce traitement de choc, lui qui est plutôt habitué à se soigner aux médecines douces? Comment faire face à mes peurs, à mes doutes, à mes croyances négatives sur cette maladie? Qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai pas fait pour en arriver là? Comment être actrice dans ce parcours de soins et ne pas subir ce traitement qui m'effraie bien plus que la maladie? Alors la question, la question c'est est-ce que c'est une épreuve ou est-ce que c'est un défi de vie? J'ai deux convictions profondes qui sont issues de mes propres expériences de vie et aussi de mon métier de kinésiologue. La première de ces convictions, c'est qu'une difficulté ou une épreuve, ça peut aussi être considéré comme une occasion unique d'apprendre et de grandir. C'est une opportunité pour découvrir des ressources jusqu'ici inconnues ou sous-estimées, pour développer des compétences, des aptitudes ou des talents endormis ou même parfois complètement ignorés. C'est un appel de la vie pour nous permettre d'évoluer, de changer, de grandir. Dans mon métier, c'est pour ça qu'on parle rarement d'épreuves, on parle plutôt de défis de vie. Je trouve que ça sonne complètement différemment déjà quand on entend ces mots-là. Alors la vie, elle nous offre régulièrement des occasions de changement, voire parfois de remise à zéro. Certaines d'entre elles peuvent solliciter très fortement notre capacité d'adaptation. On peut trouver ça difficile, injuste, exigeant, insurmontable, et c'est OK. Puis on découvre, mais souvent en général après avoir traversé l'épreuve, que ces événements nous ont permis de découvrir certains aspects de nous-mêmes ou de la vie. Beaucoup témoignent que la maladie et le cancer a complètement changé leur vie. Les impatients nous en ont fait une jolie démonstration aussi à l'occasion de la pièce. J'ai une de mes amies qui a un cancer du poumon depuis plusieurs années et qui, elle, dit « Je ne suis pas guérie de ce cancer, mais j'ai guéri plein de choses grâce à lui ». La deuxième conviction que j'ai, c'est que si nous n'avons pas d'action ou de contrôle sur une situation, nous avons toujours le choix de la façon dont nous l'accueillons et dont nous la vivons. Il y a une phrase qui a changé ma vie il y a plusieurs années, c'est une phrase de Jacques Salomé, certains connaissent peut-être, qui dit « Je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ce que j'en fais ». Moi, ça a changé complètement des choses. Parce que des événements du passé qui avaient été difficiles, effectivement, je ne pouvais pas y faire grand-chose. Mais la façon dont je les vivais, est-ce que je continuais à me sentir victime de ça, ou est-ce que je me disais, mais si je changeais ma perception? Et donc cette phrase, elle reste toujours dans ma tête. Et je trouve que c'est effectivement ça l'idée. C'est je ne peux pas changer la situation, mais je peux changer la perception que j'en ai. Il y a une petite métaphore que tout le monde connaît, mais que moi j'aime bien, c'est la métaphore du verre à moitié rempli. Mon verre, je peux le regarder, effectivement il est à moitié rempli, on est bien d'accord. Mais le voir à moitié plein ou à moitié vide, ça c'est une question de perception, et elle dépend de chacun. Et c'est la chose sur laquelle on peut avoir une action. Quand je vois le verre à moitié vide, effectivement, je vais me sentir, dans tout cas, si je fais le parallèle avec la maladie, je vais me sentir démunie, je vais me sentir impuissant, je vais avoir l'impression de subir. Qu'est-ce qu'on peut très souvent entendre, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Il peut y avoir le sentiment d'injustice, etc. Et en tout cas, voilà, on se sent limité. Quand on va voir le verre à moitié plein, on va pouvoir être acteur sur certaines choses et déjà sur ce qu'on ressent soi-même. On va pouvoir s'occuper de nos émotions, de nos inquiétudes, de nos peurs. En tout cas, on peut être actif. Un des exemples que j'ai eu, par exemple, quand j'ai eu ma première chimio, évidemment, a été un peu violente dans mes réactions. Je ne m'attendais effectivement pas du tout à ça. Ça a été très difficile. Et ma belle-sœur me dit « Oui, mais tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu te soignes, tu n'as pas le choix. » Et moi, je lui ai répondu « Si, j'ai le choix. J'ai le choix de la façon dont je veux la vivre, cette chimio. Est-ce que je lutte contre cette chimio ou est-ce que je l'accepte? Comment j'ai envie que ça soit? » Parce que je me suis dit, en fait, quelques jours après cette chimio, je me suis retrouvée dans le le cabinet de mon médecin traitant. J'ai fondu en larmes en lui disant, mais dites-moi, pardon, qu'il y a une autre façon de me soigner, parce que là, ça ne va pas être possible, je ne vais jamais tenir le coup. Il a pris le temps de m'expliquer qu'au stade où j'en étais,
c'était absolument indispensable, qu'il n'y avait pas d'autre solution, mais qu'il serait là pour m'accompagner en tant que personne. Et ça m'a fait le plus grand bien, parce que là, je me suis dit, OK. Sortant de là, je me suis dit, OK, physiquement, il y a ça, il va pouvoir m'aider, mais si moi, je retourne là, dans 15 jours, à la prochaine chimio avec cette trouille au ventre, je ne vais certainement pas bien la vivre. Donc c'est là où mon métier m'a beaucoup aidée parce que je me suis dit, OK, maintenant mon objectif c'est de me dire la prochaine chimio, j'y vais sereinement. Ça c'était un gros objectif, hein, comment aller vivre une chimio sereinement. C'est là où quelquefois en kinésio c'est bien parce qu'on pose un objectif et le corps vient nous donner parfois des réponses que notre mental ne trouverait pas lui-même. En tout cas là l'idée ça a été vraiment pour moi de me dire comment je peux la vivre au mieux cette chimio. Et j'ai réfléchi. Oui, j'ai réfléchi, parce que je me suis dit, OK, changement de regard. Comment je la vois cette chimio? En fait, c'était le truc qui me faisait le plus peur. C'était vraiment le truc que j'avais pensé éviter, et évidemment, j'ai dû commencer par ça, parce qu'il fallait absolument éteindre l'incendie, là, qui était dans mon corps. Eh bien, le regard que j'avais sur la chimio, c'est que, évidemment, je voyais ça un peu comme un poison, hein, parce qu'effectivement, ça attaquait les cellules cancéreuses, mais ça flinguait pas mal d'autres choses, a priori, à côté. Et alors ça, pour moi, voilà, je le voyais comme ça. Et là, je me suis dit, OK, mais pourquoi tu fais ça? Et là, l'idée m'est venue, mais en fait, je fais ça quand même pour me soigner. Cette chimio, elle est quand même là pour me soigner avant tout. Et si au lieu de la regarder comme un poison, je la voyais comme quelque chose qui peut m'aider. Alors le vocabulaire des petits soldats qui venaient combattre les cellules cancéreuses, ça ne me parlait pas du tout, ça j'y reviendrai. Mais par contre, l'idée de... Moi, quand quelqu'un est malade, j'ai plutôt envie de lui apporter de la douceur aussi. Et je me suis dit, mais en fait, cette chimio, elle vient me soigner. Qu'est-ce qui pour moi symbolise le mieux le soin? Et pour moi, c'était de l'amour. Donc en fait, la visualisation, c'était vraiment de visualiser en fait, cette chimio comme un filtre d'amour, comme quelque chose, comme... une substance qui venait soigner, qui venait guérir toutes ces parties de moi qui étaient malades et qui étaient atteintes. Et ça me parlait beaucoup plus que l'idée d'être dans un combat, dans une lutte. Parce que dans l'idée du combat ou de la lutte, souvent pour moi, il y a la notion de la tension, de la résistance, de l'opposition. Et moi, je n'avais pas envie d'être en opposition contre cette part de moi. Cette part de moi, là, elle était malade. Elle me disait, il y a quelque chose qui ne va pas, là, il y a quelque chose qu'il faut que tu changes dans ta vie, il y a quelque chose qu'il faut que tu vois autrement. Donc, je n'avais pas envie de lutter contre ça. J'avais juste envie de lui dire, OK, je t'écoute, je t'entends, je fais ce qu'il faut sur le plan physique, parce qu'effectivement, il n'est pas question que ça aille trop loin non plus. Mais par contre, on va aussi s'occuper de qu'est-ce que ça peut venir me dire. Donc en fait, voilà, j'ai eu plein d'outils à ma disposition, hein, évidemment des équilibrages en kinésio, mais j'aime beaucoup travailler aussi avec les fleurs de Bach, qui agissent beaucoup au niveau émotionnel. Donc ce sont des outils qui m'ont aidé et qui m'ont permis effectivement de pouvoir arriver beaucoup plus sereinement à la deuxième chimio, qui s'est effectivement mieux passée, en tout cas. Donc ça, c'était plutôt bien. Cette idée de combattre ou accompagner, pour moi, c'est une chose qui est vraiment importante. Parce que justement, je trouve que la notion de combat, déjà, elle est souvent très mentale. On est encore dans une question de volonté. Dans notre vie, dans notre société, on est beaucoup dans le contrôle. Il faut contrôler ses émotions, il faut contrôler son stress, il faut gérer tout ça, il faut gérer sa maladie. Il faudrait presque avoir le moral tout le temps. Non, c'est pas la vie, c'est pas ça. Il y a des hauts et des bas. Et quand on monte, effectivement, on peut descendre. Mais quand on descend, on peut aussi remonter. Et donc, ce choix de regard, ça m'a amené aussi à me poser la question de pourquoi je me soigne par rapport à cette maladie. Et vraiment, il y a eu cette question de me dire, mais est-ce que je me soigne parce que j'ai peur de mourir ou est-ce que je me soigne parce que j'ai envie de guérir? Ça m'a amené aussi une autre dynamique parce que ce n'était pas la peur qui prenait le contrôle. En fait, souvent, quand on parle de combattre et de se battre, c'est que justement, il y a beaucoup de peur. Et dans ce parcours-là, c'est normal, voilà, ça fait partie du parcours. Mais si une peur, je la combats, quelque part, je vais avoir envie de me protéger, alors que si je lui fais face, c'est différent. Comment je peux vous dire ça? Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de pouvoir avancer, même si on a peur. Et si je fais grandir ma confiance, mon assurance, forcément, j'ai plus de ressources pour faire face à ce qui me fait peur. Ça, c'est ma façon de fonctionner, c'est ma façon d'accompagner. Et je l'observe de façon quotidienne
dans mon cabinet en consultation, en dehors de mon exemple personnel, mais qu'effectivement, quand on va s'occuper d'une peur, et qu'au lieu de la mettre de côté, au lieu de se dire il faut absolument que je sois fort par rapport à ça, quand je m'en occupe, quand quand on s'en occupe, effectivement, quand on va faire grandir la confiance et l'assurance, la peur, en fait, on la vit différemment. Un exemple que je peux vous donner aussi par rapport à ça, quand je suis sortie justement de mon rendez-vous avec l'oncologue, je suis arrivée chez moi et j'étais vraiment sonnée. Et en fait, à un moment, mon mari était là et j'ai senti une trouille monumentale, mais qui m'est montée des tripes, mais vraiment viscérale. Et j'ai fondu en larmes et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. C'était, voilà. Et mon mari, qui n'est pas là, il m'avait dit qu'il viendrait peut-être, mais a eu l'attitude parfaite, et ça je le cite vraiment parce que pour les accompagnants c'est extrêmement important d'entendre ça. Mon mari a eu la meilleure réponse possible, il m'a juste pris dans ses bras et il m'a dit je suis là. Et ça m'a fait un bien fou. Parce que là, à ce moment-là, j'aurais détesté que mon mari me dise il faut que tu te battes, tu vas être super forte, tu vas y arriver, tu vas lui faire la peau, enfin voilà. Juste le fait de me sentir accueillie dans cette peur, d'avoir une épaule sur laquelle je pouvais m'appuyer, en fait, c'est ça qui m'a redonné de la force. C'était pas qu'on me dise tu vas être forte. Et ça, c'est vraiment important parce que mon mari, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Je suis là, c'était ça, mais je crois que c'est ses bras qui m'ont fait le plus de bien aussi à ce moment-là. Et ça, c'est une chose que j'observe souvent. Dans ces situations-là, quand on est accompagnant, on est fortement démuni. Je l'ai vécu avec ma belle-sœur qui est décédée d'un cancer du pancréas l'année dernière. Et bien souvent, on voudrait parler, on est maladroit, on ne sait pas quoi dire. C'est ok, vous avez le droit de ne pas savoir quoi dire. Mais je peux vous assurer que la présence que vous avez à ce moment-là, elle est beaucoup plus importante que n'importe quelle parole. Si vous êtes là, présent, à juste écouter la personne, à juste accueillir son émotion du moment, sa peur, mais vous lui faites le plus beau des services. Il n'y a pas besoin de parler, juste un regard parfois. Alors bon, en fonction de la position qu'on a, si c'est un proche, on peut le prendre dans ses bras, si vous le sentez. Ça peut être, mais en tant qu'accompagnant, soin de support ou médecin, juste un regard, juste un sourire, juste je comprends, c'est difficile, ça change tout. Donc la notion de choix de regard, c'est aussi... Dans la vie, il y a la peur, et puis il y a aussi tout ce qui peut être confiance. Et il y a un espace entre les deux qu'on appelle le libre arbitre. C'est ça pour moi la notion du choix. C'est quand je suis à un carrefour, là, c'est qu'est-ce que je choisis ? Est-ce que je choisis la peur ou est-ce que je choisis la confiance, la bienveillance ? Comment je me traite ? Est-ce que je suis exigeant avec moi-même ? Est-ce que je me dis, par exemple, tiens, il faudrait que je sois fort, etc. Ou au contraire, je me dis, ok, là, j'ai le droit. Parce qu'avoir le moral, bien sûr, c'est essentiel dans cette maladie-là. Mais ce n'est pas non plus avoir le moral à tout prix. C'est-à-dire que si j'ai peur, c'est ok. Si j'ai mal, j'ai le droit de le dire. Si j'en ai ras-le-bol, j'ai le droit de le dire. Je ne suis pas obligée d'être tout le temps super fort. Parce que là, on se rajoute de la pression, on se rajoute de la tension. Et il y en a déjà suffisamment, donc pas besoin. Je peux vraiment que vous inviter à accueillir vos peurs, à vous en occuper. C'est là où pour moi tous les soins de support, dans le sens d'accompagnement de la personne, ils sont essentiels. Parce que le traitement médical, il va s'occuper du corps, du symptôme, c'est une chose, mais il y a aussi la personne, l'être, et toutes vos émotions, toutes vos pensées. Toute cette parole qui peut avoir besoin d'être libérée, parce que quand on est dans le côté médical, il y a en plus tellement de monde que c'est pas forcément le lieu, c'est pas forcément possible, mais c'est pour ça que c'est génial, tout ça, ça se complète. Et pour moi, ça a été vraiment essentiel de... Je pense que j'ai vraiment, supporté le traitement, 2, ça m'a aidé vraiment, je pense que ça a participé à ma guérison. Je pense aussi, parce que pour moi, il n'y a pas que le corps, la tête et le corps, ça fonctionne ensemble, et je dirais même la tête, le corps et le cœur, ça fonctionne ensemble. Et quand je prends tout ça en compte, eh bien, ça ne peut être que pour du bénéfice. Mettons toutes les chances de notre côté. Et moi, je me réjouis de toutes ces approches, justement, qui sont complémentaires, qui viennent se soutenir les unes les autres.
la notion de... Le choix de regard, ça a été de me dire comment moi je peux m'accompagner en fait dans tout ça, parce que effectivement il y a le côté médical. Alors j'avais vraiment pleinement confiance dans le traitement médical, je me sentais très en confiance avec l'oncologue qui me suivait. Enfin voilà, toutes les équipes que j'ai pu rencontrer, je les ai trouvées vraiment à l'écoute et présentes. Mais il y avait ma part à moi, et moi qu'est-ce que je fais en fait pour m'accompagner moi-même? Parce qu'en fait, l'idée, c'était pas de me dire « Ok, j'ai le traitement médical, et puis ça y est, c'est fait, ça va tout régler. » Ben non, parce que c'était... Alors, ça c'est ma vision des choses, mais moi, j'ai jamais vu le médecin comme mon sauveur. C'était mon coéquipier. Il avait les connaissances et les compétences dont j'avais besoin absolument pour me soigner, mais il y a des choses sur lesquelles je savais qui relevaient de ma propre responsabilité. Parce que je me suis dit, tiens, si j'en suis là, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Alors, il y a eu des choses très simples, effectivement. Essayer d'avoir une activité physique un petit peu régulière, écouter ce dont j'avais besoin. Les jours où j'avais besoin de me reposer, je me reposais. Les jours où je sentais que je pouvais bouger, je bougeais un peu. Changement d'alimentation. Ça m'a beaucoup aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de sentir que je pouvais accompagner ça. Et puis, bien sûr, après, toutes les approches qui, moi, pouvaient me soutenir en tant que personne. Donc, alors déjà, tout ce qui pouvait me soutenir en tant que personne, au niveau, pour les soins de support, vraiment au niveau physique, pour tous les effets secondaires. Alors là, je n'ai pas lésiné, l'ostéopathie, l'homéopathie, l'acupuncture, le magnétisme aussi, ça m'a énormément aidé. La liste est large, il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis tout ce qui pouvait m'accompagner un petit peu plus au niveau psycho-émotionnel. Donc voilà, comment dire, je vous ai parlé des fleurs de Bach, mais bon, il peut y avoir aussi de la sophro, de la relaxation, etc. Moi, j'ai eu mes outils en kinésio et mes petits outils en brain gym, dont je parlerai peut-être plus tard. Mais en tout cas, des petits mouvements, entre guillemets, très simples et accessibles, mais qui agissent extrêmement en profondeur. Et en fait qui permettent souvent de revenir dans son corps et de retrouver la stabilité physique et émotionnelle dont on a besoin quand on est sous stress. Quand je retrouve ma stabilité physique et émotionnelle, je fais beaucoup mieux face à ce qui se passe. Voilà. Et tous ces petits mouvements, ils sont très simples, accessibles à tous. Et c'est pour ça que, du coup, je les propose aujourd'hui à l'association La Tête et les Jambes. Okay. Je voudrais juste vous donner un dernier exemple de quand on est dans ce... je vous disais, le libre arbitre, c'est quel chemin je suis. Je suis à un carrefour. Et quand je suis à ce carrefour-là, encore une fois, c'est OK, on a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir la trouille. L'idée, c'est pas de se dire, il faut pas, et je le mets de côté. Au contraire, regardez-le et occupez-vous-en. Et donc, faites-vous accompagner si ça, vous en avez besoin. Parce que tout seul, c'est évidemment pas toujours facile. Même moi, qui ai des outils, des fois, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un pour avoir le recul nécessaire. Donc, vraiment, ça, c'est une chose. Mais le libre arbitre, c'est de se dire à un moment, qu'est-ce que je continue à nourrir là-dedans? Est-ce que ma peur, je continue à me dire qu'elle je la laisse me submerger, ou je me dis, et si je faisais quelque chose pour accompagner ça? Là où ça peut vraiment changer des choses, ça c'est une décision intérieure, et c'est pour ça que ça s'accompagne, qu'il y a des ressources que vous pouvez développer par rapport à ça. J'ai fait, quand j'ai eu un changement sur une cure de chimiothérapie, j'ai eu deux cures, donc au début de la deuxième cure, j'ai fait un choc anaphylactique, une réaction allergique un peu, voilà, qui peut être fatale. Mais, et en fait, c'est arrivé très vite, je me suis sentie rougir, avoir très chaud, le cœur qui est parti à toute vitesse, et là, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est la fin, je suis en train de partir, putain, je m'étais dit, j'étais sûre que ça allait faire ça, etc. Et là, il y a cette petite voix en moi qui fait ça. Et puis, il y a une autre voix à ce moment-là qui dit « Hey, cool, tu es dans une clinique, là. Tu es au meilleur endroit pour qu'on te soigne, pour qu'on réagisse rapidement. Et puis ton mari est là, il a appelé l'infirmière. Donc, qu'est-ce que tu choisis, là ?» Et là, ça a été tout de suite dans ma tête. « Ok, on va faire confiance à ce qui se passe là. » Et l'infirmière est arrivée effectivement sur ce. Je veux juste dire à travers ça que c'est pas le fait que j'ai pensé ça qui a arrêté la réaction allergique, mais moi, ça m'a permis de gérer, de faire baisser mon stress, justement.
d'être moins dans la panique. Quand le médecin est arrivé et qu'il m'a effectivement expliqué ce qui s'est passé, il m'a dit, bon, ben voilà, je vais vous donner un petit calmant parce que vous êtes un peu stressé. Ben oui, je suis un peu stressée, même beaucoup, mais on va continuer le traitement, là, il faut qu'on fasse la chimio. Et là, je lui dis, ah ouais, parce qu'on l'a fait vraiment, là, maintenant? Il me dit, bah oui, on l'a fait. Ok. Et là, même chose, je me suis dit, bon, alors, soit tu restes sur ta pétoche, là, en te disant, ça peut peut-être recommencer, soit tu prends confiance et tu te dis que ça va bien, ça va le faire. Et, voilà. Et j'ai essayé de rester sur cette idée-là. Mon mari était à côté de moi, il m'a tenu la main, je me suis endormie et ça a été mieux. Mais vraiment, ça a été cette démarche intérieure de me dire à quoi je crois là. Voilà. Et nos croyances définissent beaucoup de choses dans notre vie. Il y a une petite phrase qui dit souvent, vous savez, je crois ce que je vois. Eh bien, c'est souvent l'inverse, en fait, je vois ce que je crois. Parce que nos croyances, en fait, il y a tellement d'informations qui nous arrivent qu'on les filtre. Et notre cerveau, bah, du coup, si je crois que, par exemple, telle chose est bonne, je ne vais voir que ce qui correspond à ça. Truc tout bête, quand j'ai 4 enfants, quand je voulais absolument avoir un enfant, ben, le premier, j'ai mis 1 an et demi avant de tomber enceinte. Je ne voyais que des femmes enceintes dans la rue. C'était terrible. Je me disais pourquoi elle et pas moi, etc. Et puis bah, le jour où je suis tombée enceinte, bah, comme par hasard, il y avait moins de femmes enceintes autour de moi. C'était drôle. En fait, c'est juste ça que je veux vous montrer. En fait, ce que l'on croit, ça agit comme un filtre. C'est pour ça que quelquefois, se dire juste « et si je voyais les choses autrement ?» ça ouvre d'autres perspectives. Et vous enclenchez intérieurement aussi un autre cheminement. Voilà. Je pense que j'ai dit pas mal de choses. Si vous avez des questions, avec plaisir. Merci. Et je trouve que vous devriez en faire un petit condensé à faire écouter aux personnes qui viennent d'être atteintes d'un cancer. Vous traitez parole, Je prends note, merci de la suggestion. Merci. C'est vrai que c'est toi qui nous avais proposé d'intervenir et tu as très bien fait parce que c'est un vrai témoignage ressenti, Oui, réfléchi, pensé, d'une patiente qui souhaite quand même être actrice de cette prise en charge. Je ne suis pas certain que tous les patients se comportent comme toi, tu t'es comporté, oui. mais pour ceux qui ont ce besoin d'être un peu plus acteurs de leur prise en charge, plus impliqués, je pense que ça pourrait être un soutien, un réel soutien que de leur proposer effectivement des groupes de parole ou parce que c'est intellectualiser, mentaliser, réfléchir, finalement c'est pas vain, ça aide sur un plan immédiatement Absolument. pratique et psychique et même clinique, parce qu'effectivement ça peut aider sur les résultats. Donc c'est pour les gens qui sont un peu dans cette dynamique de vouloir être plus acteurs de leur prise en charge, je crois que vraiment ça pourrait être un soutien, parce que c'est très bien formulé, c'est assez simple, c'est clair, c'est des aides qui peuvent être assez faciles à mettre en place. Donc c'est vraiment très un témoignage assez fort et assez bouleversant, parce que je pense que ça peut être vraiment un témoignage de soutien et d'aide pour les personnes qui, comme toi, souhaitent vraiment ne pas subir, mais d'être un peu impliquées, de s'impliquer elles-mêmes dans leur corps et leur esprit pour accompagner cette prise en charge que leur... C'est vraiment un message qui me tient à cœur, effectivement, de faire passer, c'est qu'on peut vraiment être... on a notre part à jouer dans ce parcours-là. On ne peut pas laisser toute la responsabilité au médecin, il a ses compétences, mais on a aussi notre rôle à jouer, et ça se complète, en fait. Vous imaginez le poids qu'ils ont sur le dos, sinon? Et tous ces patients qu'ils ont. Le médecin sauveur, il n'y a pas de médecin. Le médecin sauveur n'existe pas. La médecine n'est pas faite pour sauver des vies, parce qu'on ne se sauve pas de la vie. On sait très bien comment elle se terminera, mais c'est un médecin qui doit accompagner, qui doit aider avec sa science et sa connaissance à traiter la maladie et être un peu plus à l'écoute de ses patients, mais on n'est sûrement pas là. On ne peut pas être considéré comme des sauveurs. On ne se sauvera, ni vous ni moi, de la vie. Non, mais c'est comme ça que les gens le voient parfois. Moi, je sais que mon mari m'a dit « Ah, mais il t'a sauvé la vie ». Mais pas du tout. Il a très bien fait son travail. Effectivement, il a été il a fait ce qu'il fallait, mais je sais que j'ai aussi ma part à jouer. Et puis la vie... on ne se sauve pas de la vie. Ça ne dépend pas de nous non plus. Enfin, je veux dire, il y a tellement de facteurs que...
Mais, donc tu as raison, mais il ne faut pas du tout considérer les médecins comme des sauveurs, mais prendre leur science, leur connaissance, bien entendu, et être plus acteur si besoin, être dans un compagnonnage médical et alternatif avec les soins de support. Pour les gens qui sont prêts, mais tu as raison, effectivement, tout le monde n'est pas prêt à ça, mais c'est aussi l'idée pour moi de le partager, de dire on peut aussi le vivre comme ça. Alors je pense qu'il y a des morphotypies psychiques de patients qui ne sont pas du tout structurés comme tes besoins personnels. Patients qui au contraire ont besoin d'être s'abandonnent complètement dans la science et le corps médical, qui n'ont pas du tout envie de... et qui n'ont pas envie de subir, mais qui préfèrent ne pas se laisser aller, ne pas mentaliser ou intellectualiser. Mais ça, on en voit beaucoup. Il y a des patients qui sont faits de cette façon morphopsychique, mais il y en a beaucoup aussi comme toi. Et ça, ce message que tu nous as fait passer aujourd'hui pourrait vraiment être une aide pour ces patients-là. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, on devrait, au-delà de la kinésiologie, si tu voulais animer des groupes de parole... c'est ce que j'essaie de faire en fait un peu avec les ateliers de Brain Gym justement, parce qu'il y a effectivement un petit échange de paroles et puis c'est aussi de permettre... Peut-être en amont, nous, quand on voit des patients qui vont rentrer dans la prise en charge, peut-être les mettre en contact dans un groupe comme ça pour que tu les aides en tenant ce discours. Je suis persuadé que ça peut être une aide, un soutien, un bénéfice pour ces patientes et même les patients assez majeurs. À réfléchir, avec plaisir. Il y avait une question. Deux. Je vous remercie d'avoir parlé des accompagnants, justement. Parce que le premier mot, quand on est accompagnant, est de se dire que votre femme, ou ainsi de suite, on apprend qu'il y a un cancer indirectement, ça ne vous touche pas personne. C'est très dur. Oui. C'est très, très dur. Et en fait, moi, je l'ai vu avec ma belle-sœur. Je vous disais là tout à l'heure, qui est décédée l'année dernière d'un cancer du pancréas. Ça a été très difficile pour moi. Presque plus, ça a été même, je dirais, plus... Enfin, non, c'est pas je dirais, j'en suis sûre. Ça a été plus difficile pour moi d'être accompagnante que de le vivre moi-même, en fait. Parce que moi, en le vivant moi-même, je savais ce que je pouvais faire. Je connaissais mes limites, je savais où je pouvais taper aux portes, etc. Je me sentais vraiment, du coup, pleinement actrice. C'est vrai qu'on a ce sentiment d'être impuissant quelque part à côté. Et c'est là où, quand même, en tant qu'accompagnant, parce qu'en fait... la maladie, elle fait bouger la personne, mais elle fait bouger tout l'entourage aussi. Donc c'est là où aussi, en tant qu'accompagnant, c'est important pour vous de vous occuper aussi de vos propres émotions, de vos propres peurs, de tout ça, de vous faire accompagner vous aussi, c'est important, parce que c'est bien aussi justement qu'à l'association Tête et les Jambes, vous puissiez aussi y avoir accès, parce que ça c'est essentiel. Pour mieux être présent à côté de quelqu'un, il faut aussi être bien soi-même. Je veux bien juste faire une petite parenthèse par rapport aux enfants, par rapport à ça justement, parce que c'est parfois des choses, enfin, il y a des questions, est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas, etc. J'ai 4 enfants, ma plus jeune fille avait 12 ans à l'époque, mon fils aîné avait 18, 19, et pour moi c'était une évidence qu'il fallait leur dire, donc dès que j'ai su, le soir même, on a fait une petite réunion familiale, et je leur ai dit, bah voilà, j'ai un cancer, voilà, et je leur ai dit, ce que je ressentais, moi, clairement, bon, voilà, je considère, à l'époque, donc j'avais 48 ans, j'ai 48 ans, je considère que c'est pris à temps, j'ai confiance dans la médecine, voilà, on va faire ce qu'il faut pour. Maintenant, il va peut-être y avoir des moments difficiles, etc., mais on est là, on en parle, n'hésitez pas, parlez-en avec papa, vous pouvez m'en parler avec moi, bon, ils savent qu'avec moi, on peut parler. Si vous sentez que je ne suis pas dispo, il y a vos grands-parents, vos oncles et tantes, des copains, des copines, enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment libéré la parole. Et un exemple, vraiment, ma plus jeune fille, donc... j'ai démarré la chimio en février et en mars il y avait les évaluations de demi-trimestre et j'ai vu que ses notes avaient plongé. Et là je regarde et je me dis bah oui évidemment ça a débuté juste au début de l'année. Donc là je vais la voir, je lui dis bah qu'est-ce qui se passe et tout. Bon non ça va. Ouais, t'es sûre que ça va? Oui. Tu t'inquiètes pour moi? Non ça va. Et puis là moi j'ai mis les pieds dans le plat, je lui ai dit mais tu as peur que je meure Anouk? Et là elle a fondu en larmes. J'ai compris que j'avais touché le truc juste et je lui en ai parlé et je lui ai juste dit bah je comprends. C'est là où le je comprends, parce que qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je comprends, puis j'allais pas m'embarquer à lui dire bah non je vais pas mourir, j'en savais rien, ça pouvait tout à fait être ça. Donc en fait je lui ai juste dit bah je comprends. Et oui c'est une possibilité effectivement avec cette maladie là, c'est des choses qui arrivent, mais comme ça arrive dans la vie de toute façon. Mais juste là, écoute, moi où j'en suis, j'ai confiance, je fais le traitement. Effectivement, on avance pas à pas, on verra. Mais pour l'instant, j'ai confiance. Et
Et je fais ce qu'il faut pour que ça aille le mieux possible. Maintenant, juste le fait de lui avoir dit ça, d'avoir déjà entendu, qu'elle se soit elle sentie entendue, de lui avoir posé les mots justes, parce que je ne voulais surtout pas lui dire non, je ne vais pas mourir, j'en savais rien, je ne voulais surtout pas m'embarquer là-dedans, mais juste lui parler de la réalité des choses, mais avec des mots simples, en fait, ça suffit. Très étonnant, mais pour moi, libérer la parole, c'est un truc, c'est dingue, ça fonctionne vraiment. Et même avec les tout petits. De toute façon, les enfants, ils sentent. Hein. Ils ont un super feeling. Si on leur cache des trucs, ils le sentent tout de suite. Pardon. Il y avait 2 autres questions. Ouais. Oui, bonjour. Alors, je travaille dans l'accompagnement et dans l'accompagnement cancer depuis déjà 10 ans. Ouais. Et en effet, je suis admirative de la manière dont vous nous avez apporté votre témoignage. Madame a déjà posé sa question. Moi-même, je suis allée voir le Dr Ellis pour pouvoir demander si ça avait été enregistré de manière à pouvoir le diffuser. Parce que je trouve ça très très juste dans la manière dont vous l'avez amené du début jusqu'à la fin, avec des propos simples, une organisation dans ce que vous avez dit. Et donc c'est important, pour moi, à mon sens, c'est important donc, pour les patientes et les patients, pardon, mais c'est également important pour les aidants. Oui. Les accompagnants, comme vous les appelez aussi, je les appelle les aidants. C'est tout un dispositif de vie qui arrive et qui s'écoule et qui se refond. Et c'est pas toujours simple, en effet, d'avoir les mots, comme vous l'avez dit. Et le fait d'entendre quelqu'un témoigner, donner ce discours, peut-être l'entendre et le réentendre, je pense que ça aidera beaucoup de personnes. Vous avez également dit, Dr Ellis, tout à l'heure, que tout le monde n'est pas outillé comme vous, en effet, pour pouvoir organiser le parcours de votre maladie de cette manière. Mais parfois, rien que d'entendre les témoignages, on reste, donc certains peuvent en effet amener un regard différent, parfois du regard également avoir des actes différents, mais c'est pas toujours facile pour tout le monde. On n'a pas tous le même parcours, les mêmes croyances, la même éducation, c'est pas toujours simple. Mais toutefois, de pouvoir entendre et réentendre des témoignages, aujourd'hui il y a divers outils qui nous permettent de pouvoir écouter des podcasts ou autres, et sincèrement, pour le faire moi-même dans mon quotidien sur tout un tas de sujets, je réitère le fait que ce que vous avez apporté, c'est d'une grande aide. Je suis moi-même confrontée à des personnes de mon entourage qui vivent certaines maladies et qui ne sont pas forcément du cancer. Mais ce discours-là, pour moi, à mon sens, c'était très important. C'est la même démarche. J'ai vraiment apprécié que certaines personnes soient là aussi pour l'entendre. Je suis sûre que ça les accompagnerait énormément. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors moi, sur le plan technique, les podcasts, tout ça, je ne suis pas du tout à l'aise, donc je veux bien échanger et puis on verra ce qu'on peut c'est faire. filmé, si tu nous donnes le droit de le diffuser. Il y a une chaîne YouTube ici, qui est ICIC, et tout sera mis en ligne, je ne sais pas, dans les jours qui viennent. Ouais. Et ça sera segmenté par conférence, donc vous trouverez la conférence d'Ingrid en la cherchant sur YouTube, sur la chaîne ICIC. Et effectivement, ça serait très bien de la diffuser parce que ça peut être un réel soutien. Oui, c'est OK pour moi. C'est l'objectif, hein, c'est d'amener ça aussi. Donc ça c'est Philippe qui s'en occupera. Oui. Oui, j'avais une question sur votre profession. Oui. En kinésiologie, est-ce que vous touchez le patient? Oui. Oui, c'est ça. Ou est-ce que ça reste sur la communication Non. Quelle est aussi la formation pour être kinésiologue? Est-ce que c'est universitaire? Est-ce que ce sont des écoles? C'est pas universitaire, ce sont des formations à part. La formation de kinésiologie aujourd'hui, c'est 2 ans minimum. Elle s'étale sur 2 ans avec plus de 600 heures de formation. C'est ouvert à tout le monde. C'est une approche qui n'est pas une approche médicale. Hein. Je suis pas. Il y a kinésiologie, mais c'est pas kinésithérapeute. Et le principe en kinésio, c'est donc je touche les gens dans le sens où effectivement, on utilise en fait en kinésiologie, on va interroger la mémoire du corps. Tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est tout petit, les situations qu'on a vécues, les émotions qu'on a ressenties dans ces situations, les croyances qu'on a retirées de ces situations sur nous, sur les autres, sur la vie en général, les habitudes de fonctionnement qu'on prend. Bref, tout ça, ça s'inscrit en fait dans notre subconscient et dans les cellules du corps aussi. En fait, c'est cette mémoire du corps que nous, on interroge. C'est-à-dire que la personne n'a pas besoin d'avoir conscience d'un blocage pour qu'on puisse avoir des réponses. Et la particularité de la kinésiologie pour interroger la mémoire du corps, c'est un test musculaire qui consiste en une pression toute simple qu'on fait sur un muscle.
On peut en tester 42. Et ce test musculaire, il est basé sur une réaction physiologique qu'on vit tous au quotidien. En fait, ce test, il évalue juste le tonus musculaire d'un muscle. Est-ce qu'il y a du tonus musculaire ou pas? Et c'est basé sur une réaction physiologique qu'on vit tous, c'est-à-dire que quand vous faites quelque chose que vous aimez faire, quelque chose qui vous plaît, qui vous enthousiasme, vous avez du dynamisme, de la pêche. À l'inverse, quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, que vous avez peur, que vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez dans votre corps que c'est lourd, je n'ai pas envie d'y aller, j'ai mal à la gorge, j'ai envie de vomir. C'est ce que traduisent aussi les expressions « les bras m'en tombent » ou « j'en ai les jambes coupées ». J'ai une très forte émotion, il n'y a plus d'énergie, puis pof, ça lâche, et puis l'émotion elle passe, et je retrouve l'usage de mes bras et de mes jambes. Et le test musculaire qu'on utilise en kinésio, il est basé sur cette réaction physiologique. Donc il nous permet juste d'interroger la mémoire du corps pour observer sur une situation, un mot, quelque chose, est-ce qu'il y a du tonus musculaire ou pas? Quand il y a du tonus musculaire, ça veut dire que la personne a accès à ses ressources physiques, émotionnelles, cognitives, énergétiques, donc elle est en capacité de s'adapter, c'est-à-dire de trouver les solutions en soi. Ce qu'on fait au quotidien, on n'est pas tout le temps en train de se poser des questions de comment je dois faire. À l'inverse, quand ça lâche, ça nous dit manque de tonus musculaire qui va indiquer que la personne n'a pas accès à toutes ses ressources. Les ressources, elles sont toujours à disposition, mais c'est comme s'il y avait des portes fermées, des circuits bloqués. Donc c'est là qu'on va aller chercher comment on peut ouvrir ces portes-là. Et donc voilà, et je pose les questions au corps. Donc quand je dis que je pose les questions au corps, c'est que je pose les questions à voix haute, et à chaque fois, j'utilise le test musculaire. Donc la personne, elle entend la question, mais elle observe et elle ressent surtout comment son corps réagit à ça. Et c'est vraiment ça qui est important, parce que la personne, elle sent comment son corps réagit. C'est une façon d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à s'observer. Notre corps, il nous donne tout le temps plein d'informations qu'on n'écoute pas. On va être fatigué, on va se dire « ah non, je vais prendre un café ». Voilà, on a la trouille, on va se dire « ah non, j'y vais surtout pas, je vais faire super fort » ou je sais pas, les gens qui tirent sur la corde et qui finissent avec un burn-out parce qu'ils n'ont justement pas écouté leurs sensations à un moment, il y a un peu de ça aussi. Donc voilà, donc moi je n'ai pas la réponse pour la personne, mon travail c'est juste d'accompagner la personne à trouver ses propres ressources, et ça se passe à travers le dialogue avec le corps, donc la personne est toujours présente, elle est consciente. En général ça se fait en position debout, parfois en position allongée selon certaines techniques d'équilibrage, et voilà. Donc en fait, le kinésiologue peut suivre d'autres patients autres que la cancérologie. Ah oui, tout à fait. Ah oui, moi je reçois de tout, des adultes, des enfants, des problématiques scolaires, des bébés qui ne dorment pas, des problèmes d'oncoprésie, des adultes en crise de vie, ou qui... voilà, oui, non, c'est pas spécialement lié au cancer, c'est toute situation de vie, oui. Ingrid, merci beaucoup pour ton Merci témoignage. beaucoup. En Merci tout cas, de votre c'est accueil à une tous. très belle façon de terminer. Et merci à vous tous d'avoir assisté à ces printemps de la cancérologie, aux associations d'avoir été présentes comme chaque année, et à tous les intervenants de leur temps donné. Et je vous dis à l'année prochaine. Une très bonne soirée.